Imaginons un instant un coffre-fort scellé. Ok, je visualise. Dedans, on y a placé un salaire en 95. Un salaire, disons, très confortable pour l'époque, 15 000 francs. Ah oui, c'était une belle somme. C'est clair. On ferme la porte, on n'y touche plus du tout. Et on l'ouvre aujourd'hui, en ce vendredi 17 avril 2026. On convertit, on ajuste avec le coût de la vie actuelle. Et là, le constat est assez brutal. Près de la moitié de sa valeur s'est évaporée. Voilà, évaporé dans la nature. Et c'est exactement ce qu'on subit avec l'inflation. Cette espèce de sensation tenace d'un saut percé où notre pouvoir d'achat fuit sans arrêt. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une architecture qui a été conçue spécifiquement pour colmater cette fuite. Parce que cette évaporation, en fait, c'est pas un bug du système. C'est une fonctionnalité inhérente à notre monnaie fiduciaire qui est basée sur la dette. Ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est un projet alternatif vraiment radical qui nous vient de l'écosystème Latereco. Et leur postulat, c'est que la machine économique actuelle crée un brouillard systémique étouffant, surtout avec, l'arrivée massive de ces fameuses MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Les fameuses monnaies programmables, oui. Et leur solution face à ça, c'est pas juste de la théorie, c'est un ensemble d'outils opérationnels pour opérer ce qu'ils appellent un rééquilibrage éthique. Alors, petite pause importante avant d'aller plus loin. Les sources de cet écosystème Latereco tapent très très fort sur nos institutions financières. C'est une critique assez féroce de la surveillance numérique. Mais on rappelle que notre rôle ici, c'est pas de prendre parti politiquement. Absolument pas. Qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, notre but c'est d'être purement impartial et d'analyser la mécanique. On va démonter le moteur de leur système pour voir comment ça tourne. C'est la meilleure approche, oui. Surtout que là, on n'est pas dans une vague utopie sur la décroissance. On parle d'une véritable boîte à outils. Et le premier outil de cette boîte, le cœur du réacteur, c'est un changement total de la définition même de la monnaie. Il propose de lâcher l'euro pour les échanges locaux et de passer à la mona. La monnaie, ouais, l'unité temps. Ok, décortiquons tout ça. J'ai lu leurs règles de base et elle est déconcertante de simplicité. 1 minute de vie humaine égale une unité temps, une UT. C'est aussi simple que ça. En gros, c'est comme jouer au Monopoly, mais au lieu d'avoir des billets qui perdent de la valeur à chaque tour à cause de l'inflation, la monnaie, c'est le sablier lui-même. Exactement. Mais techniquement, ça marche comment? Enfin, je vais pas me promener avec un carnet pour noter les minutes que je passe avec mes voisins. Non, bien sûr que non. Tout est géré via une plateforme numérique locale, une plateforme sécurisée, souvent adossée à un logiciel libre qui s'appelle Cyclos 4. Ok, donc c'est numérique. Voilà. C'est une interface très basique. Tu aides un voisin à peindre son mur pendant, disons, 2 heures. Tu ouvres l'application et ce voisin te transfère 120 unités temps depuis son compte. Et ce grand livre de compte est géographiquement fermé. Attends, fermé géographiquement. Oui, il est géré uniquement par ce qu'ils appellent l'unité locale. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça neutralise instantanément la spéculation. Ah oui, tu peux pas mettre tes 120 UT sur un livret A pour faire des intérêts. C'est ça. Contrairement à l'euro, la monnaie ne peut pas être investie pour spécule. Elle représente uniquement de la vie vécue et partagée. 1 heure en 2026 vaudra toujours 1 heure dans 10 ans. Ok, je comprends le principe anti-inflation. Mais il y a un truc où je bloque vraiment. Leurs textes disent que cette parité de temps est universelle, c'est-à-dire que l'heure d'un neurochirurgien vaut exactement la même chose que l'heure de quelqu'un qui vient tondre la pelouse. C'est la règle d'or du système, oui. Mais pourquoi quelqu'un qui a fait 15 ans d'études de médecine accepterait de gagner la même chose qu'un mec qui ramasse des feuilles mortes? Dans notre monde, ça détruit complètement l'idée d'ambition ou d'effort, non? Je comprends que ça bloque parce qu'on a notre grille de lecture capitaliste classique. Aujourd'hui, on rémunère la rareté de la compétence. Mais l'écosystème Latereco inverse ce paradigme. C'est-à-dire? Ils choisissent de rémunérer la durée de vie sacrifiée pour l'autre. Le chirurgien, ses journées ne font pas 48 heures. Son temps biologique s'écoule à la même vitesse que celui du jardinier. Ouais, devant le temps, on est tous égaux, c'est sûr. Et le but ici n'est pas d'accumuler de la richesse financière, c'est un rééquilibrage éthique profond qui redonne une vraie valeur au métier du soin. Tu sais, tout ce qui est aide aux aînés, réparation, éducation, des secteurs souvent sous-payés en euros. Donc on remplace la quantité de capital par la qualité de la présence? Exactement. Et le chirurgien, il s'y retrouve aussi. Le jour où il a besoin qu'on répare sa toiture, il paye juste les heures de travail en mona, sans la marge bénéficiaire énorme d'une grosse entreprise de couverture. D'accord, c'est un nivellement par le temps. Mais du coup, si on ne cherche plus à générer de la marge financière, comment on mesure le succès?
Toute notre société fonctionne avec le PIB, le produit intérieur brut. Sans ça, comment savoir si cette communauté s'enrichit vraiment? Eh bien, l'Atérico jette le PIB à la poubelle et le remplace par le BIB, le bonheur intérieur brut. Le BIB, ça sonne presque utopiste. Ça peut en avoir l'air, mais leur constat de base est très terre-à-terre. Ils expliquent que le PIB est un indicateur mathématiquement aveugle. Prenons un accident de la route, très grave. Ok. Pour l'économie classique, c'est génial. Faut payer les pompiers, le garagiste, les pièces de rechange, l'assurance. Il y a de l'argent qui bouge de partout, donc le PIB augmente. Ah ouais. La destruction crée de la croissance, c'est le paradoxe classique. Alors que, à l'inverse, si je passe mon dimanche à aider un gamin du quartier à faire ses devoirs gratuitement, Pour le PIB, tu n'existes pas. l'impact social est énorme, mais comptablement, c'est un zéro pointé. C'est là qu'intervient le BIB. Il déplace le curseur de la réussite du toujours plus vers le toujours mieux. Ils ont des fiches d'arborescence pour évaluer ça. Et ça mesure quoi concrètement? Ça mesure si la qualité de tes liens sociaux s'améliore, si ton stress diminue, si tu manges mieux. Ce rééquilibrage éthique, il valide l'idée que le temps libre, le silence et la santé sont des richesses bien supérieures à un nouveau smartphone. Bon, admettons, on a cette monnaie de temps, on a ce nouvel indicateur de bonheur, mais il y a un mur purement logistique. Si mon évier fuit, je vais pas sortir dans la rue avec un haut-parleur pour crier « Qui veut des unités temps pour de la plomberie ?» Bien sûr, il faut cartographier les compétences. Et là encore, la Terreco ne fait pas les choses comme une administration froide. Ils utilisent un outil qui s'appelle le radar de résilience. J'ai vu ça, ça passe par le loto des connaissances. Exactement, c'est un jeu physique. Le format m'a vraiment marqué. Les documents parlent de 90 thèmes répartis en 4 grands pôles. L'être, le foyer, la communauté et la société. Et les gens se réunissent et tirent des cartes au sort. C'est bien ça? C'est ça. C'est très visuel. Disons que quelqu'un lève une carte bleue pour une offre, genre je sais réparer un chauffe-eau, et un autre lève une carte orange pour un besoin. Mon poêle à bois déconne. C'est malin parce que l'aspect jeu enlève toute la gêne qu'on peut avoir à demander de l'aide à ses voisins. Totalement. Et ce jeu mène directement à la règle fondatrice de leur sécurité, la règle des 5 potentiels. Potentiel, oui, potentiel. J'adore le jeu de mots. Le but du jeu, c'est de trouver 5 personnes capables de répondre à un besoin vital spécifique dans ton rayon proche. Par exemple, 5 personnes pour l'accès à l'eau, 5 pour le chauffage. Donc c'est une assurance complètement décentralisée? Voilà. Tant que tu n'as pas ces 5 contacts pour un besoin, le système considère que tu es en zone de vigilance. Dès que tu les as, tu passes en zone de paix. Ta sécurité ne vient plus d'un compte en banque rempli d'euros, mais d'un maillage humain très dense. Mais ce maillage humain, il peut pas juste vivre sur un fichier Excel ou sur un téléphone, surtout s'il y a une coupure réseau ou une crise majeure. C'est pour ça qu'ils exigent un ancrage physique. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux lieu de ralliement, l'espace Armageddon. Bon, on va pas se mentir, le nom Armageddon, ça fait direct penser à un bunker de fin du monde avec des survivalistes et des conserves empilées jusqu'au plafond. Oui, le choix du mot est très provocateur, c'est voulu. Mais l'acronyme veut en fait dire art, magasin, don. On est très loin de la brillantier atomique. C'est plutôt un hub de résilience en fait. Exactement, c'est le cœur battant de la communauté. Et l'objectif assumé, c'est de libérer les gens de ce qu'ils appellent la servitude énergétique. C'est-à-dire ne plus devoir travailler 40 heures par semaine juste pour payer la facture d'électricité ou de gaz. Voilà, en favorisant la low-tech. Dans cet espace, tu ne trouveras pas de gadgets obsolètes au bout de 2 ans. Tu vas trouver des poêles à bois massiques, des systèmes de phytoépuration, des serres bioclimatiques. J'ai aussi noté un détail très spécifique dans leurs inventaires. Ils insistent lourdement sur l'installation d'émetteurs-récepteurs VHF et de radio CB. Franchement, pourquoi s'embêter avec de la radio des années 80 à l'ère d'Internet World? Ah, ça c'est fondamental. Ça rejoint leur analyse de la menace concernant les MNBC dont on parlait au début. Les monnaies de banque centrale, oui. Si ces monnaies numériques exigent une connexion permanente au réseau officiel pour chaque achat, qu'est-ce qui se passe si le réseau plante ou si tu es bloqué en dehors du système? Bah t'es complètement coincé. Tu peux plus rien échanger. Exactement. Alors que la radio VHF et la CB, ce sont des ondes hertziennes point à point. Personne ne peut appuyer sur un bouton à l'autre bout du pays pour couper ton réseau radio local. C'est l'outil ultime de la souveraineté. C'est vrai que sans communication, la résilience s'effondre. Mais passons à la matière elle-même. Parce que s'échanger du temps, c'est super, mais on ne construit pas un panneau solaire ou une cuve d'eau juste avec des unités temps. Comment la richesse matérielle circule-t-elle? Grâce à un autre concept clé de leur boîte à outils, l'arborescent santé. L'arborescent santé. Oui,
Ça s'inspire directement de l'économie bleue et circulaire. L'idée de base, c'est d'imiter la nature. Dans une forêt, le déchet d'une plante devient directement l'engrais d'une autre. Il n'y a aucune perte, aucune prédation. L'exemple qu'il donne dans le document m'a fait sourire parce qu'il est tellement vrai. Il demande pourquoi il y a besoin d'avoir 50 perceuses dans une rue de 50 maisons alors que ces perceuses dorment dans des placards 99% de l'année. C'est absurde quand on y pense. Totalement. Alors qu'avec une bonne organisation, 2 perceuses partagées suffiraient amplement pour toute la rue. C'est là qu'intervient la forme en T de l'arborescence. Imagine un grand schéma sur le mur de l'espace Armageddon. La barre horizontale du T, ce sont les fondations, les membres établis qui ont déjà atteint une bonne autonomie. Et qui ont des surplus, j'imagine. Voilà, outils en double, récolte abondante, matériel médical qui ne sert plus. Dans le langage latérico, on appelle ça la sève. D'accord. Et la barre verticale du thé, alors? C'est les racines, les nouveaux arrivants. Plutôt que de dire aux anciens de revendre leurs perceuses en euros sur Internet, le système organise la descente de cette sève matérielle vers les racines. Donc les nouveaux récupèrent le matériel sans débourser le moindre euro. Exactement. Ils l'obtiennent en s'insérant dans le circuit de la mona, l'unité de temps. C'est génial parce que la sécurité ne vient plus du stock de trucs qu'on accumule chez soi, mais des flux d'échange au sein du groupe. C'est un changement psychologique énorme. Et mathématiquement, ça a un impact direct. En utilisant l'arborescence pour les objets et la mona pour les services, les documents affirment qu'un foyer moyen économise environ 10% de ses dépenses habituelles en euros. Exact. En temps normal, si une famille économise 200 € à la fin du mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un abonnement de streaming en plus ou acheter des fringues. Elle réinjecte l'argent dans la machine qui crée l'inflation. Mais eux, non. Que font-ils de ces 10%? Ils les sanctuarisent. Ces euros économisés sur le système classique sont réinvestis exclusivement dans du matériel de résilience. Des panneaux solaires de qualité, de l'isolation, des filtres à eau par gravité. En gros, ils utilisent la monnaie fiduciaire pour acheter leur propre sortie de la monnaie fiduciaire. C'est pour ça qu'ils parlent de hackers. Et les sources estiment qu'avec cette méthode d'extraction chirurgicale, il ne faut que 5 ans à un foyer pour devenir totalement autonome sur le plan matériel et éthique. 5 ans, c'est fou. Une fois la maison isolée et les charges fixes effondrées, t'as plus besoin de ce boulot aliénant de 40 heures pour survivre. Le temps gagné, tu le réinjectes dans la communauté et ça renforce encore le TA. C'est une boucle parfaite. C'est la puissance de ce rééquilibre. On s'aperçoit que leur décroissance, c'est pas du tout un retour à la bougie au fond d'une grotte, au contraire, c'est décrit comme une montée en gamme de l'intelligence humaine. Ce que je trouve aussi très puissant, c'est la façon dont tout ça est scalable, enfin, extensible. Ça commence à l'échelle de l'individu, l'être, qui décide d'utiliser la mona. Puis le foyer, qui s'isole et gagne en autonomie. Et ensuite, la communauté. Et c'est là qu'on arrive à l'étape finale de leur plan, ce qu'ils appellent l'archipel. Et pour que cet archipel fonctionne, ils ont eu un trait de génie juridique. Tout l'écosystème Latereco, la charte, les plans de l'espace Armageddon, tout est sous copyright libre. Donc, zéro franchise, zéro brevet. N'importe quel groupe dans le monde peut télécharger les manuels, adapter les règles à son climat local et lancer sa propre cellule. Pas de chef suprême, pas de pyramide à décapiter. Ce qui me fait penser à ceux qui nous écoutent et qui peuvent ressentir cette éco-anxiété ambiante face aux crises géopolitiques et climatiques. En isolant ces outils, ça montre qu'une action locale, là, tout de suite, est possible sans attendre un accord de l'ONU ou un miracle. C'est exactement l'espoir que véhiculent ces sources. On peut agir au niveau de son quartier dès demain matin. Et ça nous amène à une réflexion finale, assez vertigineuse d'ailleurs. On parlait au tout début de l'arrivée imminente de ces monnaies numériques de banque centrale en 2026, conçues pour tracer la consommation. Cela soulève une question cruciale en effet. Qu'est-ce qui se passe quand un système de contrôle financier ultra sophistiqué, qui a besoin que les gens achètent pour fonctionner, Qu'est-ce qui se passe s'il se heurte à des archipels entiers de citoyens qui n'ont tout simplement plus besoin d'acheter quoi que ce soit pour vivre heureux et en sécurité? c'est le bras de fer ultime. Un système basé sur la consommation ne peut pas survivre si les gens arrêtent silencieusement et joyeusement de le nourrir. C'est une sacrée piste de réflexion à creuser pour chacun d'entre nous. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre analyse de cet écosystème Latereco. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée, gardez l'esprit critique et à très vite.